3 milliards de dollars s'échappent en Kinshasa chaque année du Botswana, brûlés dans les lignes d'électricité importées. Pendant ce temps, à 3000 km au nord-ouest, le Burkina Faso choisit une autre boussole, transformer l'aide conditionnée en un carburant domestique, et l'État parle d'exécution continue, d'échéances serrées, de capital enrôlé au service des récoltes. Ce contraste force une question simple. De quoi est faite, concrètement, la souveraineté africaine? De mégawatts négociés ou de crédits semés? Et qu'apprend-on du pari d'Ibrahim Traoré? Voici la charnière. Deux feux différents, deux trajectoires à toute vitesse, un même refus de la dépendance. Ce récit n'oppose pas de nation, il décode deux routes vers la souveraineté. D'un côté, un président qui réduit ses délégations, lit ses dossiers et signe lui-même les contrats énergétiques. De l'autre, une nation où les coopératives rurales deviennent le cœur du financement, où les signatures biométriques remplacent les tampons étrangers. L'enjeu dépasse le simple calcul économique. Il s'agit de savoir si l'Afrique peut bâtir sa propre indépendance en choisissant des outils adaptés à ses réalités et non aux prescriptions extérieures. Chaque décision, qu'elle porte sur les mégawatts du Botswana ou sur les semences du Burkina Faso, redéfinit la frontière entre dépendance et responsabilité. Car quand la maison brûle, il ne s'agit plus de théorie, mais d'action. Et derrière cette tension se cache une promesse. Montrer comment deux stratégies opposées incarnent un même impératif. Livrer, coûte que coûte, un avenir soutenable. Mais quel modèle prouve le mieux qu'un leadership sobre peut aussi transformer la pression en progrès? En 2025, deux chiffres résument deux urgences. 3 milliards de dollars s'évaporent chaque année du Botswana. 2,4 milliards sont réinjectés dans les fermes du Burkina Faso. Ces montants opposés ne sont pas des abstractions. Ils incarnent deux visions du même mot, souveraineté. Le président du Botswana part du constat brutal. Sa centrale de Morupul A s'éteindra en 2027. Morupul B fonctionne à moitié. Chaque mégawatt manquant creuse le déficit et étrangle l'économie. Plutôt que blâmer le passé, il négocie directement avec un consortium évalué à 150 milliards de dollars, signe les contrats lui-même et réduit sa délégation au strict nécessaire. L'efficacité prime sur le protocole. À 3000 km, Ibrahim Traoré observe une crise d'une autre nature. Non pas le manque de courant, mais le manque de crédit. L'aide étrangère, conditionnée, ralentie par les procédures, a creusé un vide de dignité autant que de production. Il transforme alors ces 2,4 milliards autrefois étiquetés aides en un mécanisme national de financement agricole. 1 million de familles reçoivent jusqu'à 2500 dollars chacune, non pour attendre, mais pour agir. Entre les deux pays, le décor change. Le Botswana creuse ses lignes de transmission, le Burkina Faso fore ses forages. L'un court contre l'obscurité, l'autre contre la dépendance. Mais leur rythme vertigineux se ressemble. 24 heures sur 24, la pression est leur moteur. Le mini-reveal du début ouvre ainsi une comparaison rare, celle de deux modèles africains qui se répondent sans s'annuler. Et si le continent n'avait pas besoin d'une seule formule pour atteindre l'indépendance, mais de plusieurs expérimentations convergentes? La suite révélera comment ces trajectoires parallèles se rencontrent dans leurs résultats. Au cœur de ces trajectoires se trouvent deux figures dont la sobriété tranche avec les routines du pouvoir. Le président du Botswana, souvent aperçu sans cortège démesuré, incarne cette rigueur méthodique qui transforme la discipline personnelle en stratégie nationale. Chaque réunion avec les investisseurs commence par la même scène. Lui, ses dossiers à noter, aucun conseiller pour souffler les chiffres. Il parle en ingénieur plutôt qu'en tribun. Cette attitude, reprise dans les ministères, change la culture administrative. Moins de papier, plus d'exécution. Mais le récit du Burkina Faso offre un contre-champ humain saisissant. Dans les zones rurales de Koudougou ou de Kaya, les coopératives agricoles deviennent des cellules de souveraineté concrète. Des agents locaux, formés par des programmes accélérés, valident les crédits à l'aide d'empreintes biométriques. Pas de déplacement vers la capitale, pas de formulaire traduits à Bruxelles. Chaque signature débloque une pompe, une semence, un emploi. Ces gestes, minuscules à l'échelle d'un État, modifient la vie d'1 million de foyers. Le contraste est frappant. D'un côté, un leadership vertical qui pousse le pays vers l'efficacité industrielle, de l'autre, un réseau horizontal qui irrigue la société du bas vers le haut.
Et pourtant, les deux reposent sur la même grammaire. Responsabilité directe, absence d'intermédiaire, obsession du résultat. Ainsi se dessine le vrai moteur de cette double transformation, non la grandeur des budgets, mais la clarté du lien entre décision et impact. Le pouvoir devient crédible quand il est traçable. Tout commence par un déficit. Les turbines de Morupul. À tous, les lampadaires vacillent, les mines s'arrêtent. Le Botswana réalise que la dépendance énergétique coûte plus que les chiffres. Elle érode la confiance. Le président réagit sans détour. Quand ta maison brûle, tu cours à toute vitesse. Le plan s'enclenche, le plan s'active alors. Réunion quotidienne, calendrier compressé, consortium choisi. Les partenaires s'engagent. 760 MW à produire, 75 millions de dollars de subventions à éliminer, 3 milliards d'importations à sauver. Chaque signature déclenche un chantier, les ingénieurs déploient des lignes de transmission, les inspecteurs parcourent le terrain, les audits se succèdent. Le président suit les tableaux de bord comme un technicien. Pourcentage, délai, flux, chaque point vert signifie 1 heure gagnée sur le calendrier. Au moment le plus intense, la fatigue devient visible. Les ministres se relaient, mais lui continue. Un député l'avertit, trop de pression. Il répond, je veux cette pression. C'est le prix du basculement. Dans les usines, les machines reprennent lentement vie. Les investisseurs voient les progrès et augmentent dans les engagements. Le Botswana se transforme sous contrainte, pas sous confort. Pendant ce temps, au Burkina Faso, une autre séquence s'écrit. Ibrahim Traoré active son plan, non pas depuis une salle de conseil, mais depuis les villages. Les 2,4 milliards de dollars, excèdes étrangères, deviennent un fonds de crédit souverain. Les coopératives locales reçoivent les fonds, les redistribuent sous forme de micro-prêts de 800 à 2500 dollars. Chaque agriculteur signe numériquement, chaque dossier apparaît sur le tableau national. Pas d'attente, pas de supervision extérieure, l'argent circule, la production démarre. Les forages s'enchaînent, 50 000 en 2 ans. 10 000 pompes solaires sont installées, 1500 unités de stockage montées. Dans les champs, la poussière devient promesse. Les premières récoltes montrent plus d'un rente à plus 50% de rendement. Le taux de remboursement atteint 92%. Les villages célèbrent les remboursements comme des victoires collectives. La fierté remplace la dépendance. Puis Bonneville, une nouvelle phase commence. Les deux nations avancent à la même cadence. Le Botswana stabilise son réseau, le Burkina Faso stabilise sa souveraineté alimentaire. 2 pressions, 2 rythmes, un même principe, livrer avant de parler. Quand le Botswana allume ses lignes de 760 MW, le Burkina Faso éclaire ses greniers. L'un réduit l'obscurité physique, l'autre chasse l'ombre de la tutelle économique. Et la boucle se ferme. 2 dirigeants, 2 urgences, une même leçon. Le leadership africain n'est pas une posture, c'est un tempo. Ceux qui ralentissent perdent le feu. Ceux qui avancent trop tard perdent la confiance. Ibrahim Traoré et son homologue botswanais démontrent que la vitesse n'est pas l'ennemi de la rigueur, c'est son catalyseur. Quand la maison brûle, chaque minute pèse. Ce qui sauve n'est pas la taille du budget, mais la cohérence du geste. Au départ, le diagnostic est chiffré. Le Botswana perd 3 milliards de dollars par an en importation d'électricité depuis l'Afrique du Sud. Ce flux de sortie n'est pas seulement un déséquilibre commercial, c'est une fuite de souveraineté énergétique. Chaque milliard dépensé hors du pays correspond à des emplois non créés, à des infrastructures non financées. Le plan présidentiel repose donc sur un delta clair. Inverser la courbe des importations avant 2027, date de fin de vie de la centrale Morupul A. D'ici là, les consortiums doivent livrer une capacité de 760 MW pour remplacer les pertes et créer une marge d'exportation vers la Zambie. Le calcul est précis. À cette échelle, chaque mégawatt produit localement économise environ 4 millions de dollars par an. En 3 ans, le pays peut récupérer son déficit structurel et financer ses propres subventions internes. La deuxième donnée provient du Burkina Faso. Le programme de crédit souverain lancé par le gouvernement d'Ibrahim Traoré mobilise 2,4 milliards de dollars, l'équivalent de ce que le pays recevait auparavant en aide étrangère. Ce chiffre, converti en capital productif, traduit un changement radical de paradigme. En le garantissant à 70% par l'État et à 20% par les obligations de la diaspora, le système s'ancre dans les ressources locales. Cela signifie, littéralement, que 9/10 du capital sont africains. Les effets apparaissent dès la première saison.
1 million de familles bénéficient d'un crédit moyen de 2400 $. La logique baseline delta se mesure dans les champs. Les rendements augmentent de 30 à 50%, réduisant les importations alimentaires de 200 millions de dollars par an. Cette baisse n'est pas seulement une économie, elle représente une reconquête du pouvoir de décision. Troisième donnée, la plus symbolique, le taux de remboursement atteint 92% dans les districts pilotes. Dans un système autrefois marqué par la dépendance, ce pourcentage est la preuve que la discipline communautaire peut rivaliser avec la rigueur des marchés financiers. Chaque remboursement alimente le fonds pour la saison suivante, créant un cycle de crédit renouvelable, 45% du capital initial est recyclé à la 4e année. Le delta global devient alors manifeste. Au Botswana, 3 milliards de pertes se transforment en actifs productifs. Au Burkina Faso, 2,4 milliards d'aides deviennent un fonds circulant. Deux mouvements opposés sur le papier, mais convergents en essence. Arrêter l'hémorragie. Les chiffres racontent une histoire simple. Dans les deux pays, le calcul n'est pas abstrait. Il est vécu, mesuré et corrélé à la dignité retrouvée. Les données deviennent le langage du leadership, celui qui prouve avant de promettre. Deux visions se font face, et chacune se défend avec cohérence. On pourrait dire ainsi, le modèle du Botswana repose sur la conviction que l'intégration au capital mondial est la voie la plus rapide vers l'autonomie. Sans technologie, sans expertise, un pays enclavé doit attirer ceux qui possèdent ces leviers. Le consortium étranger n'est pas perçu comme une menace, mais comme un accélérateur. En 3 ans, moderniser des lignes, construire des centrales, dégager 760 MW de capacité, seule une alliance dotée de ressources colossales peut livrer ce résultat. Pour ses partisans, la souveraineté passe d'abord par la compétence technique, même si elle est importée. On pourrait dire ainsi, les défenseurs du modèle burkinabé affirment l'inverse. Pour eux, chaque dollar d'aide transformé en crédit local est un acte d'indépendance. L'expérience montre que les conditions imposées par les bailleurs étranglent les cycles agricoles. En retirant les intermédiaires, Ibrahim Traoré a redonné au pays la maîtrise de ses priorités. Financer ses semences, contrôler ses stocks, stabiliser ses prix. Cette approche demande plus de temps, mais produit des racines plus profondes. Là où le Botswana mesure ses progrès en mégawatts, le Burkina Faso les compte en récoltes et en foyers autonomes. Ces deux logiques semblent inconciliables, mais elles répondent à des urgences différentes. Le Botswana combat un déficit d'infrastructures mesurable en kilowatts, le Burkina Faso combat un déficit de dignité mesurable en confiance. L'un dépend de la précision des ingénieurs, l'autre de la discipline des coopératives. Le véritable Stillman n'oppose pas ses chemins. Il reconnaît que l'efficacité industrielle et la souveraineté sociale ne s'excluent pas. Dans un continent aux ressources inégales, le pluralisme des solutions est une condition de survie. Les chiffres le prouvent. 3 milliards récupérés d'un côté, 200 millions économisés de l'autre, deux réponses, un même objectif, deux vitesses, une même urgence. À ce point du récit, le contraste entre les modèles cesse d'être théorique, il devient tangible. Les graphiques du Botswana affichent les mégawatts gagnés, les coopératives du Burkina Faso, elles, affichent les tonnes récoltées. Dans les deux cas, le résultat se lit sur le terrain. Ibrahim Traoré l'a dit sans détour. Nous ne cherchons pas à copier, mais à construire. Sa phrase marque la rupture. Elle transforme une expérience locale en manifeste continental. Là où d'autres cherchaient la reconnaissance internationale, son gouvernement cherche la preuve intérieure. Prouver que l'efficacité peut naître de la proximité, que la rigueur peut s'enraciner dans la communauté. Le Botswana, de son côté, assume son pari inverse, la transparence contractuelle, la diligence technique, la pression des délais. Le leadership y est mesuré en diagramme de livraison, pas en récit d'émancipation. Et pourtant, à mi-parcours, les deux lignes se rejoignent. Un même tempo, une même obstination, un même refus du statu quo. Le midpoint révèle une vérité simple. La souveraineté ne se définit pas par la source du capital, mais par la capacité à en maîtriser le sens. Au Botswana, la transformation se mesure en chiffres clairs. La balance énergétique s'inverse. La production nationale augmente de 760 MW, l'importation chute de 3 milliards de dollars par an. La dette budgétaire, autrefois alourdie par les subventions, se réduit de 60 millions. Le gouvernement gagne une marge de manœuvre pour financer l'éducation et la santé.
L'électricité devient non seulement un service, mais un symbole, un État capable d'assurer sa propre continuité. Au Burkina Faso, l'effet est tout aussi mesurable. Ibrahim Traoré et son équipe font circuler 2,4 milliards de dollars dans l'économie rurale. La politique cesse d'être un discours, elle devient une moisson. 1 million de familles reçoivent un crédit moyen de 2400 dollars. Les remboursements atteignent 92%, preuve qu'une économie communautaire peut être aussi rigoureuse qu'un marché global. Le Botswana attire désormais des partenariats secondaires. Maintenance, distribution, services techniques. Les entreprises locales naissent autour du réseau électrique modernisé. Le multiplicateur d'investissement est réel. Chaque dollar dépensé dans l'énergie génère 1,4 $ d'activité domestique. Au Burkina Faso, la même logique s'applique à l'agriculture. La réduction de 200 millions d'importations alimentaires crée un surplus commercial intérieur. Les coopératives deviennent des pôles économiques. Elles financent des moulins, des ateliers, des marchés. La croissance se diffuse horizontalement sans dépendre d'une seule capitale. Les effets sont visibles dans la vie quotidienne. Au Botswana, la stabilité énergétique redonne confiance, les écoles restent éclairées, les hôpitaux fonctionnent sans interruption. La perception du service public s'améliore. Au Burkina Faso, l'impact social dépasse les chiffres. Les femmes rurales, souvent premières bénéficiaires des microcrédits, deviennent gestionnaires de coopératives. Le revenu familial moyen augmente de 28%. La fierté d'autonomie s'installe. Le langage de la dépendance disparaît peu à peu. Sur le plan continental, ces résultats résonnent comme deux phares. Un modèle d'infrastructure et un modèle d'émancipation. Les voisins observent, s'inspirent, adaptent. Le Botswana prouve qu'un petit pays peut devenir fournisseur d'énergie régionale. Le Burkina Faso démontre qu'un État peut convertir l'aide en capital souverain. À travers ces deux laboratoires africains, la souveraineté prend corps, dans les câbles et les champs, dans les usines et les silos. Ibrahim Traoré et son homologue botswanais n'ont pas seulement livré des chiffres, ils ont redéfini la valeur du mot résultat. Dans les 12 prochains mois, le Botswana et le Burkina Faso poursuivront leur programme à la même cadence. Le Botswana terminera la modernisation de ses lignes de transmission, assurant la pleine exploitation de Morupul-B avant 2027. Les investisseurs maintiendront leur engagement si les délais sont respectés. Du côté burkinabé, les coopératives consolideront les remboursements, recyclant environ 85% du capital dans de nouveaux crédits. Ce scénario suppose la stabilité politique et la discipline administrative. Il traduit la continuité d'une transformation déjà amorcée, exécutée, vérifier, réinvestir. Dans le meilleur des cas, les deux modèles se croisent. Le Botswana devient fournisseur d'énergie à prix stable pour le Sahel, tandis que le Burkina Faso, fort de son autosuffisance agricole, devient exportateur net de céréales. Les complémentarités émergent, l'électricité alimente les silos, les denrées sécurisent les chaînes d'approvisionnement régionales. Dans cette configuration, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest cessent d'être deux blocs distincts pour devenir un archipel de solutions interconnectées. La croissance se structure autour d'axes coopératifs, non de rivalité. Les incertitudes demeurent. Une crise internationale pourrait renchérir le coût des équipements électriques ou retarder les exportations agricoles. Un ralentissement de la demande régionale, une instabilité monétaire ou des tensions internes peuvent fragiliser les résultats. Le risque le plus sérieux, que la fatigue institutionnelle affaiblisse la cadence. Si les équipes perdent de la rigueur acquise, la dynamique pourrait s'éroder avant la consolidation des gains. Quelles que soient les conditions, la leçon reste la même. Avancez vite, mais avec méthode. Ni précipitation, ni inertie. Dans les deux pays, la souveraineté se mesure à la capacité de maintenir la pression sans se déséquilibrer. La vigilance est désormais le nouveau capital. Sur le terrain, les statistiques deviennent des visages. Au Botswana, un technicien qui rallume la lumière dans une école raconte qu'il n'a jamais vu autant d'efficacité collective. Ce n'est pas seulement l'électricité qui revient, c'est la confiance. Les enfants étudient le soir, les commerces ferment plus tard, les rues s'animent. La souveraineté, ici, se voit dans la clarté des néons. Au Burkina Faso, une agricultrice montre son récépissé de remboursement comme une médaille. Elle explique que c'est la première fois que sa coopérative finance seule l'achat de semences.
Avant, elle attendait l'approbation d'un bailleur étranger. Maintenant, elle signe d'un doigt, par empreinte, et l'argent arrive. Ce geste simple vaut un manifeste. L'autonomie peut être numérique, communautaire et profondément humaine à la fois. Dans les deux pays, l'émotion naît de la même source, la dignité retrouvée. Les dirigeants parlent de chiffres, mais les citoyens parlent de rythme. Ils ressentent le changement dans la régularité du courant, dans la stabilité des prix, dans la tranquillité des soirs où tout fonctionne. Et pour le spectateur extérieur, cette histoire agit comme un miroir. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas une abstraction géopolitique, c'est la somme de petits actes répétés, du sérieux quotidien, de la foi en ses propres outils. Quand les institutions tiennent à leurs promesses, le peuple recommence à y croire. Ce n'est plus seulement une comparaison de modèles, c'est une démonstration de confiance appliquée. Les deux expériences africaines offrent désormais une carte, non un slogan. Pour passer de la dépendance à la souveraineté, la trajectoire se résume en 5 étapes claires. Voici une étape. Nommer la dépendance. Avant toute réforme, il faut mesurer la fuite. Énergie, crédit, importation, savoir-faire. Sans cet inventaire, aucune action n'a de direction. Voici une étape. Ramener la décision au plus près du terrain. Le Botswana a concentré la responsabilité au sommet pour exécuter plus vite. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, l'a diffusé vers les coopératives pour ancrer la discipline. 2 stratégies, un même principe. Réduire les niveaux intermédiaires qui diluent la responsabilité. Voici une étape. Transformer le financement en moteur circulaire. Chaque mégawatt produit ou chaque prêt remboursé doit alimenter la boucle suivante. C'est le cœur du modèle, ne pas dépendre d'un flux extérieur, mais d'une rotation interne mesurable. Voici une étape, publier les résultats en temps réel. La transparence crée la pression positive. Tableau de bord, audit public, communication ouverte. Les citoyens deviennent les premiers contrôleurs. Voici une étape. Institutionnaliser la discipline. Ni l'élan populaire, ni l'acharysme d'un dirigeant ne suffisent. Ce sont les procédures, les chiffres et la mémoire collective qui pérennisent la transformation. En combinant ces 5 leviers, chaque pays peut adapter son tempo, industriel, agricole ou éducatif. L'essentiel n'est pas d'imiter, mais d'ajuster. Car la souveraineté, partout, commence quand l'action devient mesurable. Le fil qui relie ces 2 histoires n'est pas fait de chiffres, mais de gestes. Un président qui lit ses propres dossiers avant de signer. Un autre, Ibrahim Traoré, qui confie la gestion du crédit à ceux qui labourent la terre. 2 images d'un même engagement. Croire que la compétence se trouve déjà chez soi. Au Botswana, la lumière qui revient dans les usines rappelle le premier acte du récit. Quand ta maison brûle, tu cours à toute vitesse. Au Burkina Faso, ce sont les puits forés et les greniers remplis qui répondent à cette phrase comme un écho venu du sol. La pression dans les 2 cas n'est plus une contrainte, elle devient discipline. Le monde voit souvent l'Afrique à travers ses besoins. Ces 2 expériences la montrent à travers sa méthode. C'est peut-être là le vrai changement. La souveraineté n'a plus besoin d'être proclamée, elle peut se prouver à la lumière d'un atelier rallumé ou dans la poussière d'un champ moissonné. Le leadership, quand il est sincère, ne s'affiche pas en chiffres ronds. Il s'éprouve dans la constance du geste et la clarté du regard. Ce récit n'est pas un bilan, c'est une invitation. Quand 2 nations prouvent qu'il existe plusieurs chemins vers la souveraineté, c'est tout un continent qui retrouve la liberté de choisir. Le Botswana éclaire ses villes, le Burkina Faso nourrit ses villages, l'un construit la puissance, l'autre cultive la résilience. Et ensemble, ils rappellent que l'indépendance ne se réclame pas, elle se pratique. Derrière chaque mégawatt produit et chaque crédit remboursé se cache une leçon plus vaste. Le leadership africain ne dépend ni du volume d'aide, ni du prestige des partenaires, mais de la cohérence entre ressources et ambition. À ceux qui écoutent, qui observent, qui croient encore au pouvoir des solutions locales, votre attention est déjà une forme d'action. Chaque partage, chaque mot, chaque question prolonge cette conversation sur l'avenir du continent. Alors dites-vous, si ces 2 chemins mènent à la souveraineté, lequel inspirera le vôtre ?